1,8% sur l'ensemble des publications scientifiques sorties dans le monde entier au cours de l'année 2019. Moins de 2% étaient issus d'Afrique subsaharienne. Et si l'on ajoute à ce chiffre les publications issues d'Afrique du Nord, le pourcentage atteint est d'à peine 3,5% pour l'ensemble du continent, et ce pour l'ensemble des disciplines, certaines, comme les sciences sociales, étant beaucoup plus mal loties encore. Ce sont les chiffres de l'UNESCO dans son dernier rapport sur la science, publié en 2021. Et si l'on s'intéresse à l'origine géographique des équipes de recherche qui produisent ces mêmes publications, l'Afrique est tout aussi mal représentée puisqu'on estime que les chercheuses et chercheurs issus du continent ne représentent que 2% de la communauté scientifique mondiale. Grande ligne, le podcast de la recherche sur le développement. La volonté de faire bouger les lignes est pourtant bien présente. De nombreux pays africains se sont d'ailleurs engagés à consacrer jusqu'à 1% de leur budget à la recherche. Les acteurs internationaux du développement, les bailleurs publics et privés, sont eux aussi mobilisés depuis longtemps pour accompagner la mise en œuvre des infrastructures nécessaires à la recherche scientifique, puissant moteur de croissance. Mais ces financements internationaux sont souvent accompagnés de tensions sous-jacentes et leur impact réel fait débat. Comment alors financer la recherche africaine sans lui nuire ? C'est la question à laquelle s'attache à répondre une récente publication des éditions de l'Agence française de développement, dont nous recevons aujourd'hui les 3 co-autrices et auteurs. Bienvenue à tous les 3 dans Grande Ligne. Linda Zanfini, vous êtes économiste du développement et vous dirigez des programmes de recherche sur l'éducation, la formation et l'emploi au sein de l'AFD, l'Agence française de développement. Sophie Salomon, vous êtes directrice adjointe du département diagnostic économique et politique publique, toujours à l'AFD. Et Francesco Obino, vous êtes directeur des programmes de recherche du Global Development Network, le GDN. Je commence avec vous, Francesco Obino. Je vous propose que nous nous penchions, pour commencer, sur les sciences sociales. Ces disciplines, comme on l'a vu, représentent une partie très réduite des publications scientifiques issues du continent africain, elles-mêmes déjà très très marginalisées à l'échelle mondiale, comme on vient de le dire. Pourquoi, Francesco Obino, est-ce qu'il est important de développer des instruments spécifiques et adaptés pour soutenir la recherche en sciences sociales ? J'aurais souhaité vous répondre avec des évidences, mais la réalité est que nous ne disposons même pas de données suffisantes pour vous donner une réponse. Il est évident qu'il y a un déficit de chercheurs par million d'habitants en Afrique, comme le confirment les données de l'UNESCO. En 2018, par exemple, la Tunisie comptait un peu plus de 1700 chercheurs par million d'habitants, tandis que la Corée du Sud affichait des chiffres similaires 20 ans plus tôt et atteignait 8000 en 2018. En parallèle, sur le même continent, en 2011, Madagascar comptait qu'une cinquantaine de chercheurs par million d'habitants et ce chiffre a chuté à seulement 34 en 2018. Donc la situation pour la recherche en général est déjà difficile. Les sciences sociales sont confrontées à un manque flagrant de statistiques sur le nombre des chercheurs et leur production académique. On ne peut qu'imaginer ces chiffres au niveau du continent et surtout des sciences sociales. Et pourtant, les sciences sociales ne sont ni récentes ni marginales dans la démarche de développement. Le philosophe sénégalais Felwine Sarr décrit les sciences sociales comme ayant, et je cite, pour rôle premier de contribuer à une compréhension fine des dynamiques sociétales, sans laquelle aucune réelle perspective de transformation positive des sociétés est possible. Ou encore l'anthropologue Olivier de Sarton souligne également l'importance de renforcer les sciences sociales partout sur le continent. Il parle d'expertise contextuelle, reposant en part égale sur des connaissances intimes du contexte, du recul qui ressort d'une démarche analytique systématique, ainsi que du concernement envers le bien-être des populations. La littérature a depuis longtemps abordé l'idée que les sciences sociales sont un ingrédient nécessaire, bien que non suffisant, pour la démocratie, en raison de leur contribution à l'imagination d'alternatives possibles et à leur évaluation, y compris dans le débat public, bien sûr. Tout ceci pour dire qu'en 2024, non seulement le secteur du développement ne s'appuie pas suffisamment sur des connaissances locales de haute qualité, mais également que tout effort visant à renforcer le domaine des sciences sociales ne dispose lui-même pas d'une base empirique et analytique solide. En d'autres termes, un ministère de l'Éducation nationale ou tout bailleur de fonds a très souvent peu d'idées du nombre de chercheurs en sciences sociales actifs dans un pays où ils travaillent ou de la nature exacte de leurs travaux. Donc c'est quasiment une émergence. Parlons maintenant peut-être de cette question des tensions qui sont sous-jacentes aux financements internationaux
actuelle de la recherche africaine. Sophie Salomon, je me tourne vers vous. Quelles sont ces tensions? Quelles en sont les raisons dans la configuration actuelle des financements? Comme vous l'avez souligné dans votre introduction, il y a une spécificité à la recherche africaine et à la recherche africaine en sciences sociales, c'est qu'elle est extrêmement dépendante de l'intervention des bailleurs de fonds internationaux. Dans ce contexte de financement atypique crée en effet des tensions importantes et j'en définirai 3 grandes catégories. La première est une tension qui tient finalement à une forme de péché originel dans le positionnement des bailleurs de fonds qui ont besoin pour améliorer l'impact de leurs opérations d'une compréhension plus fine des contextes dans lesquels ils interviennent et donc d'une recherche qu'on pourrait qualifier d'utile, une recherche centrée au service de leurs priorités stratégiques. On s'inscrit donc dans une quasi-logique de commanditaire qui n'est pas forcément souhaitée, mais qui se constate. Et cette logique de commanditaire peut conduire à éloigner les chercheurs de leurs propres agendas de recherche de long terme, en les convertissant en quasi-consultants experts, finalement. Cette situation, cette logique, entre ainsi en contradiction avec le principe d'indépendance de la recherche et crée des tensions autour des choix de thématiques et des questions de recherche. Mais c'est plus profond que ça. Et finalement, l'influence que les bailleurs de fonds, même inconsciemment, peut avoir dans la façon dont les interactions vont se mettre en place avec les équipes de chercheurs africains, va conduire à des évolutions dans la conduite de la recherche. Que l'on pense par exemple aux méthodologies adoptées, aux temporalités, aux formats de publication ou même encore aux contraintes linguistiques qui vont être imposées. C'est la première donc, grande catégorie de tension. La seconde tient davantage à des questions de ciblage et de modalités d'appui. Je prendrai un seul exemple peut-être. Quand on est un bailleur de fonds et qu'on décide de financer une initiative de mobilité internationale des chercheurs et donc d'appuyer le renforcement des capacités individuelles, on peut de facto, et sans le vouloir, affaiblir les systèmes et les institutions de recherche nationaux en les privant, au moins pendant un temps, de ressources humaines absolument fondamentales pour leur fonctionnement. Troisième catégorie de tension que j'essaierai peut-être de décrire autour des enjeux de choix d'allocation dans un contexte de ressources limitées. Les ressources donc, sont limitées, comme on l'a vu dans votre introduction, elles le sont encore plus quand on parle de soutien à la recherche africaine en sciences sociales. Et dans ce contexte, les bailleurs de fonds vont être amenés à faire des choix stratégiques, qu'ils soient subis ou voulus d'ailleurs. Ces choix stratégiques peuvent, je vais vous donner quelques exemples, peuvent conduire à décider d'apporter un appui à un grand nombre de bénéficiaires avec un risque de saupoudrage ou au contraire à cibler un nombre réduit d'acteurs pour enclencher des effets de seuil. C'est un des exemples qu'on peut donner. Autre exemple, des bailleurs de fonds peuvent décider d'apporter un appui à des institutions d'excellence en espérant que ces institutions tirent leurs pairs vers le haut ou au contraire se concentrer davantage sur un appui aux institutions les plus faibles. Dans ce contexte, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise approche. Simplement, ces stratégies qui sont dictées par la disponibilité des ressources vont avoir un impact fort sur les acteurs, quand l'on parle des chercheurs, des institutions ou des systèmes de recherche, dans leur capacité à mettre en œuvre et à piloter les stratégies nationales de recherche qui ont été décidées. C'est pour cette raison que nous pensons qu'il est important de bien différencier d'un côté les appuis qui vont consister à produire une recherche utile aux bailleurs de fonds, qui reste important et majeur, mais pour d'autres raisons, des activités qui vont véritablement se concentrer et avoir pour objectif principal le soutien et l'accompagnement des dynamiques de recherche nationale. Absolument, donc on comprend bien les tensions actuelles. Ce que votre étude à tous les trois propose, ce sont des outils, des stratégies pour y pallier. Et votre publication défend notamment le principe d'une plateforme qui viserait à mettre en place une approche que vous appelez holistique des enjeux de financement de la recherche africaine. Alors aujourd'hui, nous sommes très heureux d'accueillir à nouveau Linda Zanfini, que les auditeurs du podcast connaissent bien, puisqu'elle était la toute première invitée du premier épisode de Grande Ligne, il y a à peu près 1 an et demi maintenant. Bienvenue à nouveau Linda, pour présenter une nouvelle publication. Linda, quelle serait, en parlant de la plateforme que vous décrivez
dans cette étude, quels seraient les principaux objectifs d'un tel outil ? Je remercie Étienne. Tout d'abord, je pense que vous avez tout à fait raison de parler d'approche holistique pour cette plateforme, dans la mesure où il est indispensable de prendre en compte de manière cohérente la diversité des enjeux qui se présentent et la diversité des besoins exprimés par les parties prenantes, pour éviter justement les tensions dont Sophie Salomon parlait à l'instant. Et c'est pour cette raison que le dispositif que nous avons imaginé doit couvrir plusieurs types d'opérations et de services de manière intégrée. Ce dispositif doit en premier lieu promouvoir une approche systémique, c'est-à-dire que quelle que soit la temporalité ou la cible directe des financements mis en place, il ne doit jamais perdre de vue la finalité ultime, qui est de renforcer les systèmes de recherche. Il doit permettre tout d'abord de canaliser les financements des bailleurs pour favoriser leur coordination, mais aussi pour accroître l'impact stratégique et resserrer les liens qu'ils peuvent entretenir avec les contextes financiers. Il doit aussi promouvoir une démarche collaborative et de partage de connaissances, non seulement entre les bailleurs qui utiliseraient cette plateforme comme plateforme de financement, mais aussi pour toutes les communautés d'acteurs de la recherche africaine. Et enfin, il doit aussi contribuer à élever les normes et à améliorer les pratiques dans ce domaine. La mission principale de la plateforme serait donc de financer d'une part les activités de recherche fondées sur les priorités des chercheurs et leurs agendas, et d'autre part des activités de renforcement des capacités au niveau des individus, des institutions et des politiques et systèmes de recherche, en faisant particulièrement attention aux interactions entre ces trois différents niveaux, justement pour éviter les tensions. Et c'est pourquoi, au cœur du dispositif, il y aurait un composant financier pour concevoir, mettre en place et gérer des instruments de financement adaptés pour ces activités. À côté et en appui à ces services financiers, la plateforme offrirait aussi des services de soutien stratégique à ses utilisateurs. Ces services devraient comprendre la production de connaissances systématiques sur l'état de la recherche, sur les contextes d'intervention, une expertise en matière d'évaluation des interventions, et puis il s'agirait aussi de pouvoir mettre à disposition de ces communautés d'acteurs un espace commun où ils pourraient partager leurs connaissances, leurs expériences, leurs pratiques et leurs outils. Et en dernier, la plateforme pourrait concevoir et mettre en œuvre aussi des appuis aux fonctions de support à la recherche qui sont également très importantes et qui comprendraient donc des services administratifs, linguistiques, de communication, de gestion et ainsi de suite. Alors ça, ce sont les objectifs de cette plateforme dont vous appelez de vos voeux la réalisation. Quels seraient les principes fondamentaux qui en régiraient le fonctionnement une fois qu'elle aurait été établie ? Alors, pour financer sans nuire, comme... C'est le titre de la publication. Exactement. La plateforme serait régie par 4 grands principes qui eux-mêmes s'inspirent des enseignements des travaux de recherche menés sur le secteur de la recherche. Et le premier serait un principe de durabilité, suivant lequel toute initiative lancée par la plateforme s'efforcera d'éviter, ou en tout cas de minimiser, la création de dynamiques de dépendance. Et justement, l'activité de la plateforme vise à autonomiser les chercheurs et les institutions africaines dans la définition, la mise en œuvre et la valorisation de leurs agendas de recherche. Ensuite, ce dispositif sera régi par un principe de droit à l'initiative. En réponse à l'enjeu de liberté académique, il devrait soutenir et accompagner les initiatives portées par les bénéficiaires, répondre aux besoins qu'ils auront eux-mêmes identifiés et lutter contre la tendance fâcheuse des bailleurs internationaux à orienter ou du moins à hiérarchiser les thématiques de recherche. Et de cette manière, le dispositif pourrait véritablement garantir l'indépendance des chercheurs qui se manifestent tout autant dans la liberté d'établir leurs agendas que dans celle d'utiliser les résultats des travaux de manière autonome et notamment à des fins de publication académique. Le troisième principe est celui de subsidiarité vis-à-vis des autres acteurs du secteur, et notamment des agences nationales de recherche et des universités, pour mettre en place des services spécifiques. En effet, la plateforme n'aurait pas vocation à substituer, même ponctuellement, aux institutions existantes, et particulièrement aux institutions nationales, qu'au contraire, elle vise à renforcer, mais il devra leur offrir des financements additionnels pour accompagner leurs activités, tout en s'alignant sur leurs pratiques. Et enfin, suivant un principe de simplification, la plateforme, qui n'a pas vocation à remplacer la pluralité et la richesse des initiatives mises en place par les bailleurs, pourra néanmoins permettre d'éviter la prolifération des processus
et des contraintes imposées aux bénéficiaires, ce qui aurait comme conséquence de réduire les coûts de transaction qui sont souvent rédhibitoires. Absolument, donc on retiendra les principes fondamentaux de durabilité, de droit à l'initiative, de subsidiarité, de complémentarité, donc, mais aussi de simplification des processus. Tout cela dans le but d'instaurer une véritable indépendance et une autonomie de la recherche. Je reviens vers vous, Francesco Urbino. À l'heure actuelle, quelles sont les initiatives existantes qui pourraient servir de modèle d'inspiration pour le futur développement d'une telle plateforme ? Je pense en particulier à l'initiative Doing Research que votre propre institution, le Global Development Network, a développé. Oui, merci. Donc, je vais évoquer deux programmes, dont le programme de research que je connais bien et dont je suis particulièrement fier. Le premier programme que je voulais évoquer, c'est un programme qui est mis en place grâce à un financement du Trésor français, géré par l'AFD, au tout nouveau pôle clermontois de développement international, dont le GDN fait partie, et grâce auquel on a récemment introduit en Afrique francophone une méthodologie de financement des institutions de recherche à la demande. Dans ce programme qui est en cours, finalement, nous accompagnons 5 institutions sélectionnées de manière compétitive en fonction de la rigueur démontrée dans leur manifestation d'intérêt. L'objectif est de développer des idées de renforcement de la recherche sans préalablement définir des limites, à l'exception bien sûr d'un budget allant jusqu'à 100 000 € sur un chronogramme de 2 ans. Donc nous investissons dans la relation et l'interaction avec les institutions, travaillant sur leurs idées jusqu'à ce que leur vision soit pleinement comprise. Plus que le financement, même si bien sûr il reste crucial, ce qui fait la différence réside dans le réseau que nous facilitons entre les institutions tout au long du processus. Les équipes interagissent de manière collaborative, y compris pendant la sélection, apprennent les unes des autres, bénéficie aussi beaucoup du mentorat indépendant qui est assuré par le GDN. En fin de compte, la légitimité internationale acquise grâce à ce processus rigoureux confère une reconnaissance aux idées qui ont mûri au sein des institutions elles-mêmes. Cette approche, déjà expérimentée par le GDN en Éthiopie, au Bhoutan, au Cambodge et au Salvador, entre autres bien sûr, est un exemple concret de la mise en œuvre des principes, par exemple, du droit à l'initiative et de la durabilité dont parlait Linda il y a un instant. On voit que les projets sont très souvent intégrés dans le budget des institutions à la fin du financement GDN. Donc ils sont absorbés. D'autre part, vous mentionnez le programme Doing Research du GDN, bien sûr, qui permet finalement à des équipes nationales de recherche d'évaluer l'état des sciences sociales dans leur pays, selon une méthodologie comparative qui équilibre une compréhension fine du contexte avec une comparaison à l'échelle régionale et internationale. Nous comblons les lacunes en collectant des données manquantes dans les statistiques nationales et internationales à travers un cadre de 54 indicateurs. Et donc on compte aussi le nombre de chercheurs, hommes et femmes en sciences sociales, dont on parlait tout au début. Puis on analyse les données à la lumière des réflexions passées et actuelles sur le développement de la recherche dans chaque pays. Cette démarche est très intéressante parce qu'elle révèle que même des pays au sein de la même sous-région ont des histoires et des trajectoires très très différentes. Juste pour information, en 2024, nous travaillerons au Burkina Faso, au Mali, au Cameroun, au Bénin, au Tchad et en Tunisie. Voilà, donc ces deux initiatives se prêtent bien sûr à être mises à l'échelle, que ce soit par le GDN ou en partenariat avec d'autres acteurs. Ce sont finalement des méthodologies de mise en œuvre de l'aide au développement au service du renforcement des systèmes de recherche locaux, et non seulement de chercheurs individuels ou de projets spécifiques. Absolument, merci Francesco. Sophie Salomon, une question pour vous. Quels seraient finalement les avantages d'une plateforme intégrée de soutien à la recherche africaine par rapport à l'existant, par rapport à ce qu'on rencontre déjà dans ce domaine ? La plateforme, selon moi, apporte trois grandes valeurs ajoutées par rapport à la juxtaposition des initiatives existantes qui relèvent déjà des principes qui ont pu être évoqués plus tôt par Linda Zanfini. En fait, la vertu de cette plateforme, dans un premier temps, c'est de permettre la constitution d'une communauté de pratique.
une communauté de pratique qui associe non seulement les bénéficiaires des financements et des activités de renforcement de capacité, que l'on pense aux chercheurs, aux institutions, aux agences nationales de la recherche, mais également les bailleurs de fonds, les institutions spécialisées dans le renforcement des capacités de recherche, ou encore les ONG qui développent des programmes de recherche-action. Donc on a cette communauté qui n'existe pas véritablement aujourd'hui, qui se matérialise dans certains réseaux internationaux d'acteurs, mais pas avec, je dirais, cette volonté un peu holistique. Cette communauté de pratique, elle va se réunir autour d'un centre de ressources qui est apporté par la plateforme et qui est alimenté par des dispositifs de capitalisation d'expérience et d'évaluation in itinéré. Et c'est également une des valeurs ajoutées de cette plateforme que de permettre ainsi d'alimenter des dynamiques d'amélioration continue pour tous les acteurs, soient-ils bénéficiaires ou bailleurs de fonds. Donc c'est le premier apport, cette constitution de communauté de pratique. Deuxième apport, la plateforme, et Linda Zanfini le soulignait, vise un alignement sur les grands principes de coordination de l'aide, un dépassement finalement de la situation actuelle de grande complexité procédurale pour les bénéficiaires qui doivent s'adapter aux contraintes et aux exigences des différents bailleurs de fonds en termes de redevabilité, de reporting ou de documentation à fournir. La plateforme offrira à ce titre une forme d'intermédiaire qui se positionnera en tant qu'intermédiaire et permettra ainsi de développer un corpus unifié, harmonisé, simplifié, on l'espère en tout cas, pour faciliter la vie des bénéficiaires. Et le troisième apport tient à la combinaison systématique non seulement de financement, mais également de renforcement de capacité à chacune des échelles, individus, institutions, systèmes de recherche, avec l'idée de pouvoir ainsi accompagner des trajectoires intégrées qui maximisent les chances d'atteindre un objectif ultime de développement de systèmes de recherche autonomes, durables, disposant des institutions de gouvernance nécessaires pour garantir le pilotage et la mise en œuvre des stratégies de recherche nationales. Pour finir, une question que j'aimerais poser à tous les trois de nos co-auteurs et co-autrices de cette étude dont nous parlons aujourd'hui, et je vais vous laisser y répondre brièvement chacune et chacun à votre tour. J'aimerais qu'on parle un peu des impacts et surtout des futurs de cette plateforme. Imaginons que la plateforme soit mise en place très prochainement. Comment est-ce que vous voyez la recherche africaine en sciences sociales, disons dans 5 ans? Est-ce que, selon vous, le succès d'une telle plateforme sera à cette échelle déjà mesurable? Linda, peut-être, pour commencer. Oui, je remercie. Je pense que le succès de la plateforme pourrait se mesurer en premier lieu sur la mobilisation d'une coalition d'acteurs qui serait engagée non seulement en faveur du financement, mais véritablement du renforcement de la recherche africaine. Et en particulier, une mobilisation de bailleurs de fonds qui serait alignée en termes de procédure, comme le disait à l'instant Sophie, attentifs au contexte de leur action, attentifs aux effets de leur action et véritablement engagés dans une démarche d'amélioration continue de leurs pratiques. Francesco, la recherche africaine en sciences sociales dans 5 ans? Moi, j'imagine, voilà, une communauté de recherche africaine en sciences sociales, et là, j'inclus bien sûr les individus, les institutions, mais aussi les bailleurs nationaux. Hein. Donc, une communauté disposant des capacités, des moyens pour s'en consacrer aux agendas de recherche les plus pertinents pour le développement des pays africains, pour que les chercheurs puissent poser leurs propres questions et en débattre au niveau national, bien sûr, connectés au réseau de recherche dans la sous-région et à l'international. Sophie Salomon. Et donc, pour terminer, selon moi, des systèmes de recherche nationaux renforcés, disposant d'orientations politiques claires et intégrées dans les procédures budgétaires nationales, au sein desquelles les sciences sociales joueraient pleinement leur rôle en interaction avec les autres disciplines scientifiques pour mettre les fruits de la recherche au service des sociétés. Merci à nos 3 invités, Sophie Salomon, Linda Zanfini et Francesco Bino. Je ne peux que recommander la lecture de votre policy paper, Financer sans nuire, pour des dispositifs vertueux de soutien à la recherche africaine en sciences sociales, publié par les éditions de l'Agence française de développement en français, en anglais et en portugais. Et je recommande aussi la lecture de Global Dev, le toujours excellent blog du Global Development Network, dont vous pouvez lire les articles en français, en anglais et en espagnol à l'adresse globaldev.blog. Les publications des éditions de l'Agence française de développement sont quant à elles à retrouver sur le site institutionnel afd.fr. Merci.
C'était Grande Ligne, le podcast de la recherche sur le développement, un podcast conçu par Elsa Murat, produit par Sabrina Hadjadjaoul et Ni Wing, au montage Éric Thauvin et au micro Étienne Charrière qui vous dit à très bientôt.